Alors, bonjour à tous. Je vois qu'on est à peu près 25 personnes connectées pour le moment, donc ça va continuer à rentrer. Donc, bonjour à ceux qui sont déjà là. Et donc, sans trop attendre, on va démarrer ce webinaire. Donc, comme vous le savez, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre des webinaires 1 heure pour comprendre et agir de l'ARBE, avec aujourd'hui une thématique ciblée sur les zones d'activité économique, où on en profitera donc pour lancer officiellement le nouveau cadre de référence qui est le support du label Parc Plus. Donc, merci à tous. Je déroule. Je vais vous faire déjà un premier temps d'introduction, le temps de laisser tout le monde nous rejoindre. Quelques mots d'abord pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas déjà l'ARBE, puisque vous êtes connectés en région, mais il y a aussi des personnes inscrites hors région. Donc l'ARBE, Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, nous sommes ce que l'on appelle un établissement public de coopération environnementale. C'est donc une structure avec une très large gouvernance. Vous en voyez ici les logos de nos différents partenaires, hein. J'en cite quelques-uns. Ceux avec qui on va particulièrement travailler sur la question des zones d'activité économique, ce seront la région, l'ADEME, l'Agence de l'eau, l'Adréal en particulier, mais pas que, on y reviendra par la suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, le conseil d'administration est beaucoup plus large sur l'ensemble des missions. Pour vous situer un petit peu, il y a une quarantaine d'agents qui aujourd'hui travaillent au sein de cette agence sur différentes missions, dont voici un peu les grands axes de travail. Si on résume, donc sur 4 grands axes. Le premier, c'est l'accompagnement des collectivités, des acteurs du territoire, c'est-à-dire que l'on est à disposition, alors en particulier des collectivités territoriales qui peuvent s'adresser à nous, nous solliciter sur un accompagnement dans le cadre de leurs différentes démarches liées à la biodiversité et à l'environnement. Cet axe-là, il se structure aussi beaucoup autour d'outils tels que le label Parc Plus, hein, dont on va particulièrement parler dans la suite du webinaire. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement tels que Territoire engagé pour la nature, Territoire durable, une COP d'avance ou les chartes zéro déchet plastique, par exemple. Le deuxième axe de travail, c'est l'amélioration et la valorisation des connaissances en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on a le suivi des différents indicateurs sur la biodiversité avec la production de documents tels que le regard sur la nature ou regard sur l'eau, qui sont donc des documents phares de l'ARBE qui sont régulièrement remis à jour et que vous pouvez récupérer aussi en ligne sur notre site internet. Troisième axe, sensibilisation et formation des différents publics. Alors, vous allez avoir un certain nombre de ressources qui sont accessibles en ligne, des initiatives inspirantes que vous pouvez aller lire sur notre site internet. La sensibilisation passe aussi par des visites sur site de terrain. Donc en région, on vous emmène visiter des territoires, des collectivités, des zones d'activité qui ont mis en œuvre des démarches exemplaires et inspirantes. Et puis enfin, l'animation de réseaux d'acteurs tels que le réseau des espaces naturels ou le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques, par exemple. Voilà, ça c'est pour dresser un panorama général et on reviendra plus particulièrement sur ma mission que j'ai le plaisir d'animer dédiée au parc d'activité économique. Donc ça, c'est ce que je vous présentais. C'est un cycle, donc les webinaires 1 heure pour comprendre et agir, que l'on organise toujours sur ces petits temps de pause déjeuner entre 13 et 14, une fois par mois. Donc vous avez différentes thématiques qui vous sont proposées tout au long de l'année. Sachez qu'évidemment, c'est enregistré et donc vous allez pouvoir retrouver le replay d'aujourd'hui et des précédents webinaires en ligne toujours sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller regarder les replays et de consulter le programme des prochains webinaires pour pouvoir vous inscrire. Sur les modalités pratiques, donc on est en mode webinaire, vous l'avez compris. Vous avez la possibilité de poser des questions à travers le chat
n'hésitez pas à le faire. Donc, Laurence Barletta, qui est avec moi également, sera la petite main dans les coulisses qui pourra organiser les questions, les réponses et nous en faire part. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On essaye de répondre soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. On a prévu des temps pour les questions-réponses. Voilà. Et puis, si vous avez des questions particulières, vous n'hésitez pas aussi à revenir vers moi plus tard si vous avez d'autres besoins de prise de contact. Voilà, donc aujourd'hui, on va être deux intervenants. Alors moi-même, j'ai déjà commencé à parler donc pour l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, donc sur la mission d'accompagnement aux zones d'activité économique. Je reviendrai en particulier sur le cadre de référence, dont c'est le grand lancement aujourd'hui. Et puis, nous avons la chance également d'avoir comme intervenant Jean-François Vallès, donc le bureau d'études Synopter, qui est bien connu des acteurs des parcs d'activité économique, qui a une vision large au niveau français, francophone des zones d'activité économique et donc qui nous fera une première intervention. Avant de lui laisser la parole, quand même, je resitue un petit peu, parce que je vous ai parlé du label Parc Plus. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou pour les autres, pour un petit rafraîchissement, donc le label Parc Plus, c'est un label régional propre donc, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été développé en 2018. Donc, on est aujourd'hui en train de mener la 9e édition de ce label. Donc, c'est un label qui commence à être robuste. Ce label, il est basé sur un document que l'on appelle, nous, le cadre de référence de la qualité de la performance des parcs d'activité économique. Donc, c'est le référentiel support du label. On va y revenir longuement puisque c'est le document qui, après un certain nombre d'années de bons et loyaux services, a fait l'objet d'une mise à jour. Donc, le label, c'est également, donc au-delà d'être une médaille symbolique pour les parcs d'activité, c'est aussi et surtout pour nous un outil d'accompagnement pour l'amélioration donc de vos parcs d'activité, sachant que nos interlocuteurs, pour le coup, sont les collectivités, alors EPCI en premier lieu, qui ont la compétence des zones d'activité économique, mais également les communes sur lesquelles les parcs d'activité s'implantent, les gestionnaires de manière large, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, ou les associations d'entreprises, associations de propriétaires, qui sont nos principaux interlocuteurs dans le cadre de ce label. Et puis donc, évidemment, c'est un outil de valorisation. Nous, ça nous permet d'identifier les parcs d'activité en région qui ont des démarches intéressantes et inspirantes, de pouvoir les valoriser à l'échelle régionale et au-delà. Et de pouvoir créer, parce que le but ultime, c'est aussi de pouvoir créer des émulations entre les différents parcs d'activité, toujours pour en améliorer la performance. Donc aujourd'hui, on a 46 lauréats. Vous voyez sur cette petite carto, la répartition, elle est sur l'ensemble de la région, tout type de territoire, que ce soit sur des zones urbaines denses comme sur la métropole d'Aix-Marseille, qui concentre le plus de parcs d'activité et de parcs d'activité labellisés aujourd'hui. Mais c'est également dans des territoires beaucoup plus ruraux, des territoires alpins avec des configurations, des typologies de parcs d'activité très différentes, de tailles très différentes également. Le plus petit parc fait 1,5 hectare. Donc, c'est un outil qui est accessible à tout parc d'activité. Et donc, il ne faut pas se restreindre. Tout parc d'activité peut candidater dès lors que la motivation est présente. Et donc, vous avez différents niveaux de performance. Un premier niveau que l'on appelle la reconnaissance parc engagé, donc qui est surtout destiné sur des parcs d'activité en création. Un parc d'activité en création a la possibilité de candidater dans sa phase de conception, mais il ne pourra pas encore monter sur la première marche du label. Donc, on a ce niveau-là qui nous permet toutefois de commencer à valoriser et d'accompagner surtout le parc. Et puis après, donc niveau 1, 2 et 3, avec aujourd'hui 2 parcs d'activité qui ont atteint ce niveau 3, mais l'objectif étant de monter progressivement. Donc, on peut démarrer sur un niveau 1 et progressivement franchir les différentes étapes. Le label est valable sur une durée de 3 ans, ce qui signifie que tous les 3-4 ans,
on passe par l'étape de renouvellement de candidature et qui permet donc de voir son parc d'activités progresser aussi dans les nids. Voilà, donc cadre de référence, comme je vous le disais, et je vais vous le redire encore, donc la mise à jour vient d'être réalisée, mais c'est un travail qui a été réalisé sur 2 années, sur 2024-2025. Donc un vrai travail de fond sur cet outil. C'est un travail qui est collaboratif et l'animation du label de manière générale est un véritable travail collaboratif. La RBE n'en est que l'animateur finalement. Donc l'ensemble des partenaires qui travaillent concrètement à tout ça, ce sont donc en étant exhaustif la région, l'ADEME, l'ADREAL, l'Agence de l'eau, qui sont les partenaires financeurs également de cette mission de manière spécifique. Et également font partie du comité technique les chambres consulaires, que ce soit les CCI et les chambres de métiers en région, le CAUE 84, des agences d'urbanisme telles que l'OPA donc sur le Pays d'Aix ou l'ORAV dans le Vaucluse, des agences de développement telles que Rising Sud qui est l'agence régionale ou Vaucluse Provence Attractivité. Et puis des associations, Convergence 13, donc est une fédération d'associations d'entreprises dans les Bouches-du-Rhône, et l'association Envirobat BDM qui anime le label BDM, dont vous avez peut-être aussi entendu parler. Et tout ce travail a également été accompagné par les bureaux d'études Synopter et Mass Project. C'est pourquoi aujourd'hui, on va avoir un premier temps également une intervention de Jean-François Vallès, donc de Synopter, pour introduire un petit peu sur les enjeux et les grands défis que les parcs d'activités ont à relever aujourd'hui, que ce soit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou de manière plus large sur le territoire national. Merci Fleur pour les propos introductifs. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent à ce webinaire de présentation de ce nouveau cadre. J'en profite pour saluer Mathilde aussi qui est là dans les participants. Ça a été un long travail, comme l'a pointé Fleur, hein. Merci Fleur et Aurélie aussi pour la confiance, de nous avoir laissé cette tâche assez importante, hein, parce que penser l'actualisation du cadre de référence du label Parc Plus, qui a quand même été qui est une référence dans les démarches, c'est un sujet qui est à la fois exigeant et ambitieux. Je tenais aussi à remercier, c'est tous les partenaires qui ont joué le jeu, que ce soit, moi je garde la richesse des échanges dans les différents ateliers ou les échanges individuels qu'on a pu avoir sur ce sujet. Et je pense à travers ce travail, ça montre un point essentiel, c'est l'intérêt de ces démarches. C'est-à-dire que moi, je le vois, ça fait 25 ans que je suis sur les zones d'activité. Le niveau de maturité des échanges qu'on a pu avoir au regard de la diversité des acteurs qui sont présents dans ces ateliers, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Ce qui a permis tout ce premier temps de construire en fait ce qu'on a essayé de mettre en œuvre dans cette nouvelle version, dans cette version actualisée du cadre, qui, Fleur vous présentera plus dans le détail, mais qui a eu aussi un leitmotiv de se dire, tout compte fait, on doit préparer les zones à demain, ou les zones demain. Et je me souviens de débats passionnants sur la question de l'adaptation des zones, se dire, on n'est plus uniquement dans une logique d'essayer d'améliorer un peu la zone pendant très longtemps ce qu'on a eu, mais de se dire, mais il faut vraiment qu'on les prépare à un nouveau contexte. Alors ça fait le lien direct avec la planche introductive, mais c'est vrai qu'on rappelle régulièrement que notre façon de penser les zones d'activité doit évoluer, et doit évoluer surtout par rapport à un contexte qui devient de plus en plus fou, on pourrait dire. J'y réfléchissais en prenant cette planche sur les crises qui s'accentuent. On voit bien si vous faites le bilan depuis un mois et demi, hein, ça fait un mois et demi qu'on a à peu près qu'on a commencé 2026 sur tous les sujets, on est bon, hein, sur les risques naturels liés au changement climatique. Alors je sais pas par chez vous, mais on est basé sur Nantes, mais là on est dans la période des pluies. Alors bon, bah, ça devient un peu compliqué parce que ça ne s'arrête pas. Au-delà du mental, c'est aussi pour les zones d'activité. On a de plus en plus de territoires qui passent en vigilance et des entreprises qui vont être bloquées. On va se préparer, vous connaissez bien la phase suivante, qui sera celle de la canicule et de la sécheresse. Donc on voit bien que cette question-là, elle est prégnante. On voit aussi la raréfaction des ressources. Alors on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ressources naturelles, on a beaucoup parlé des métaux rares. Mais là, on a un nouveau sujet qui enfin est pointé, c'est la diminution des actifs. On a une raréfaction des actifs sur les territoires, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir travailler demain dans les entreprises qu'on implante. Et puis, dans les nouvelles orientations budgétaires, eh ben, les EPCI, c'est sur la raréfaction des moyens financiers qui vont pouvoir être mobilisés. Puis je vous passe la petite aparté sur l'instabilité géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, bon, on ne sait plus trop qui sont nos alliés et comment ça va se passer demain. Mais ce qu'on voit bien, c'est que ces grandes crises, elles ont des impacts sur les entreprises, sur leur bon fonctionnement, elles ont des impacts sur les territoires. Et ce qu'on va voir, c'est que les zones d'activité ont une partie des solutions, ou tout du moins on peut y déployer des solutions.
On a en parallèle un nouvel enjeu aussi sur ces zones d'activité, c'est les nouvelles tendances de fond. On a la quatrième révolution industrielle qui nous touche de plein fouet. Alors on en parle beaucoup avec l'intelligence artificielle, avec les data centers, on voit avec la pression sur la question énergétique aussi qui va être assez prégnante. On voit surtout apparaître, quand on prend apparaître la question de dark factory, c'est un décrochage qu'on va avoir entre la création, de l'implantation d'activités économiques et la non-création d'emplois en parallèle. Donc on a des débats de ce type-là qui s'installent, mais aussi la montée en compétences et autres sur les zones d'activité. On voit les transitions écologiques et décarbonation. Alors malgré les, on parle un peu du backlash actuellement, on voit quand même qu'il y a des entreprises qui font des efforts sur ce sujet-là, il y a des attentes, il y a beaucoup de démarches qui se mettent en place qui sont très intéressantes. Et puis enfin, et surtout les évolutions sociétales qui sont que, grosso modo, on a des attentes un peu plus fortes par rapport à la qualité de vie au travail et ça va faire le lien avec les zones d'activité, les lieux où on travaille, et donc ces zones. Alors quand on regarde, on va passer à la planche suivante, tous ces éléments-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a énormément de solutions. Alors, vous retrouverez un bon paquet dans le nouveau cadre de référence, hein. Il y a 8 thématiques qui sont abordées et Flore reviendra dessus. On a essayé d'avoir une vision un peu holistique. Je pense que c'est ça, là, l'une des forces de ce cadre de référence, d'avoir, départ, une vraie réflexion holistique de l'ensemble des sujets à prendre en compte. Et comme vous le présentera Fleur, on a aussi de se montrer que les sujets sont liés entre eux, en fait. Au final, il n'y a pas un sujet qui se traite dans un coin et que tout ça, ça doit s'imbriquer, qu'on doit commencer à vraiment penser la zone dans sa globalité. Alors, l'illustration que vous avez là, elle vous montre juste, hein, la diversité. On va du bâti, on va parler bien sûr du foncier, on va parler de l'eau, on va parler de l'énergie, on va parler des transports de demain, de l'écomobilité, de la qualité de vie. Donc, il y a un ensemble de thématiques qui sont prises à prendre en compte. Ce qu'on a pu voir dans le cadre, c'est aussi que, d'une part, ils s'imbriquent bien entre eux. Enfin, ces thématiques s'imbriquent bien entre elles, mais surtout qu'il y a une progression qui peut se mettre en place. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, et il y a quelques exemples là qui viennent directement de votre région dans ces slides, dans cette planche, et qui montrent bien, en tout cas, que il y a une possibilité de faire. Il y a vraiment une possibilité de faire, qu'on peut avoir des parts d'activité qui soient des facilitateurs. Et puis, quelque part, on avait fait une tribune dernièrement sur le sujet qui est de révéler les super pouvoirs des zones d'activité pour aider les entreprises dans ce climat un peu particulier. Alors, quand on regarde ça, ce qu'on nous, on essaye de faire un peu, quand on prend un tout petit peu de recul, c'est de se dire tout compte fait, si on veut tendre vers ça, il va falloir changer un tout petit peu notre regard vis-à-vis des zones d'activité. Donc, on va passer à la planche suivante. Il va falloir y apporter ce que nous, on dit, c'est un supplément d'âme. En fait, l'idée derrière, c'est qu'il va falloir faire avec le déjà là, parce que on a quand même le gros du tissu économique, il est présent, hein. 50% des emplois sont sur les zones d'activité, 30% de l'emploi industriel est sur les zones d'activité. Je pense que c'est à peu près les chiffres qu'on va retrouver dans votre région. On a la nécessité de faire mieux, parce que pour ceux qui connaissent les zones d'activité, bon, il y a les labels par plus, il y a ceux qui sont engagés, puis il y a les autres. Et là, on est dans une période, je dis souvent en rigolant, c'est pas la meilleure période pour les faire des diagnostics de zone, parce qu'on voit quand même à quel point est-ce qu'on a des vraies marges d'amélioration. Et surtout, il va falloir faire ensemble. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Alors, si on la reprend dans le détail, c'est de se dire, grosso modo, ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, et ça va toucher en particulier la réflexion des ressources, c'est que chaque fois qu'on va penser un nouvel aménagement, une nouvelle implantation, un nouveau développement économique, eh ben, il va falloir commencer à réfléchir à quelles conséquences est-ce que ça va avoir sur le déjà là, sur les entreprises qui sont déjà là, en termes d'emploi, par exemple, en termes d'accès à l'eau, mais on commence à voir aussi poindre des sujets autour de la question de la consommation énergétique, donc on va avoir des nouveaux équilibrages à trouver. Et surtout, ce qu'on voit par rapport à ces pressions sur les ressources, c'est que tout le déploiement des solutions pour absorber les crises, en particulier tout ce qui est avec la mitigation des risques naturels liés au changement climatique, vont ponctionner des ressources donc financières, des moyens humains, des réserves foncières et autres. Donc ça nous pose la question de se dire, il va falloir être plus fin, plus fort avec ce qu'on a déjà. Et c'est là où ça amène, et je pense que le cadre est intéressant dans ce travail-là, où on a pu partir comme certains débats juste en disant on a plus de foncier, et donc plutôt de se dire, bah, en fait, il y a une nécessité quelque part de repenser l'évolution des usages du foncier, de les adapter, hein. Le monde a changé, on fait des zones d'activité comme ça depuis plus d'un siècle, toujours un peu le même modèle, donc peut-être temps aujourd'hui d'inventer un nouveau modèle, et surtout d'avoir une réflexion sur de l'intensification des usages du foncier, alors non pas uniquement pour implanter des nouvelles entreprises, mais pour implanter des solutions qui permettent à nos zones d'activité de répondre aux enjeux qui s'installent dans le temps. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est déjà penser au déjà là. Et je trouve que là-dessus, le label Parc Plus est très fort parce qu'il valorise un peu ces démarches. Le deuxième, c'est de faire mieux. Parce que je vous le disais, on a quand même, on a des zones qui vieillissent, on a du bâti qui vieillit. Ça, c'est vraiment des grands sujets qui nous interpellent et surtout qui ne sont pas préparés et qui vont pas être assez solides par rapport à tout ce qu'on voit en termes de changement. Donc là, il y a un travail de fond à faire. Et l'intérêt, c'est qu'on a beaucoup de marge d'amélioration sur ces sujets. On a autant sur des espaces fonciers, sur des services, sur la qualité de vie, sur la mobilité. Enfin, très facilement, on peut améliorer les zones d'activité. Et je trouve que là-dessus, c'est intéressant la démarche
qui est engagé dans le cadre de référence, qui est de se dire, en fait, on peut progresser. Vous verrez, le premier niveau, il est théoriquement facilement accessible du moment qu'on prend conscience d'un point essentiel, c'est qu'il faut gérer ces espaces. Les zones d'activité en France, c'est un quart à peu près des usages du foncier. C'est les seuls territoires qui ne soient pas réellement gérés. On n'a pas de notion que ce soit une entité. C'est surtout un document de réglementaire, mais ce n'est pas une entité en tant que telle qu'on doit gérer et surtout qu'on connaît très mal. Donc c'est vrai que le faire mieux, c'est surtout avoir cette logique d'avoir une bonne connaissance, et une connaissance qui soit partagée et qui est derrière cette logique de gestion des zones d'activité. Enfin, il y a un point qui est ressorti, et qui est un point essentiel, c'est de faire tous ensemble. Je crois que là-dessus, on arrive à un tournant sur les zones d'activité où il y avait d'un côté les maires bâtisseurs, aménageurs, on va faire des zones, on va en sortir des nouvelles, on fait une ZAC, puis après voilà, on commercialise et puis l'histoire s'arrête là. Alors on voit bien dans toutes les démarches qui fonctionnent bien et il y a de nombreuses associations qu'on apprécie beaucoup, nous, sur votre territoire, qui montrent bien qu'au contraire, il faut aller chercher les entreprises, il faut travailler avec elles. Et la question, c'est vraiment de dépasser ces logiques individuelles. On avait eu des échanges sur la notion de la parcelle. Est-ce que la parcelle a encore du sens quand on travaille les continuités écologiques ou le cycle de l'eau? Est-ce que ça a encore du sens de préserver à son niveau individuel sur sa parcelle certains équipements, certains usages qui pourraient tout à fait être partagés avec ses voisins? Donc on revient dans cette logique-là de se dire, il y a certainement tout un travail, et ça sera l'enjeu, je pense, des années à venir, de dépasser cette logique de la parcelle, de rentrer dans une logique d'avoir une vision de la zone d'activité comme un tout, comme un ensemble, comme un biotope au final qui accueille un écosystème économique local et qui doit du coup s'adapter à la fois à son écosystème mais le rendre aussi viable et permettre de se développer. Donc c'est vrai que là-dessus, et c'est un travail qu'on avait fait, je me souviens très bien lors des ateliers, de réfléchir un peu à cette zone demain et de se dire il faut inventer un nouveau destin collectif par les communs et les communaux. Et ça, c'est un point qui est essentiel. On va retrouver dans les points que je vous ai mis là, et Fleur reviendra dessus tout à l'heure, c'est sur les incontournables quelque part. Il faut avoir une vision, il faut gérer sa zone, il faut travailler sur les gouvernances et il faut apprendre à faire ensemble. Alors tout ça, on va passer à la slide suivante. Tout ça, ça se décrète pas. Ça, c'est une trajectoire à changer. La baguette magique, elle malheureusement ne fonctionne pas. Souvent, on se met des barres un peu hautes parce qu'on ne sait pas trop où on veut aller, mais la notion qui est derrière, c'est vraiment cette notion de se dire quelle trajectoire on engage, quelle logique d'amélioration continue on engage pour tendre vers ces objectifs. Donc, ça revient vraiment à cette logique d'avoir les différents niveaux de labellisation, qui est cette logique de montrer que au final, il faut le travailler dans le temps. On a la notion de gestion de zone, elle a un intérêt, c'est que d'une part, elle nous fait une notion d'entité, telle que je vais pointer là, mais surtout, elle permet d'inscrire dans le temps nos démarches. On travaille souvent, quand on travaille sur des zones existantes, sur des zones qui sont assez anciennes. Donc, comment est-ce qu'on inscrit cette logique-là, de continuer ce qui a été fait et puis de préparer demain. Ce qu'on voit aussi, c'est un peu la liste des termes qui sont là, c'est qu'on a un changement de logique de création de valeur, ou tout du moins un changement de métier. On est dans une nouvelle approche, on passe de l'individuel au collectif. On va parler, avant on avait du morcellement, maintenant on travaille sur les continuités. On a tout le travail autour des baux à construction, il nous interroge sur la notion de propriété, la notion d'usage. On a un peu dans la continuité, c'est l'évolution entre la réglementaire et la contractualisation. C'est pas les mêmes approches. On voit que le réglementaire a du mal à suivre. Il suffit de suivre les débats autour de la ZAN, là où la contractualisation permet plus de flexibilité, plus d'adaptation et surtout permet des revoyures régulières. On a l'aménagement versus le renouvellement. Moi, j'ai tendance à dire, pour résumer, c'est qu'on passe grosso modo du temps des aménageurs qui cherchent à se réinventer aujourd'hui, mais on sent en parallèle, c'est la montée des EPF de plus en plus puissants sur ce sujet-là, parce qu'il y a cette nécessité de reconquête. Et pareil sur la question réglementaire, contractualisation, on mobilise un peu moins les notaires, ils sont toujours utiles, je ne vais pas critiquer les notaires. Par contre, on voit apparaître, on voit de plus en plus, c'est tout ce qui est les avocats pour accompagner justement cette contractualisation. Donc on voit bien que c'est au-delà de la question de repenser la zone, c'est aussi repenser quelque part le métier des EPCI sur ce sujet-là. Et puis aussi repenser la façon dont les entreprises appréhendent et les usagers appréhendent ce territoire. En gros, c'est ça un peu le grand débat qu'on a, enfin, la grande évolution qu'on a essayé, nous, dans notre mission d'accompagnement, mais surtout enrichi de tous les propos des différents partenaires, de faire passer. On va arriver à la dernière planche, faire tenir à peu près les délais. La question qui est derrière, en fait, c'est que si on regarde tout ça, c'est un peu une synthèse et vous allez le retrouver dans le cadre. Si on veut penser, je ne sais pas si ça a changé. Ouais, non, elle était jolie, ma dernière planche, mais elle n'y est pas. C'est ça. Bon, je vais faire comme ça, mais c'est la ligne qu'on essaye de développer et je pense ça se traduit bien dans le cadre. C'est que si on veut penser les zones d'aujourd'hui, alors vous n'aurez pas le jeu de mots, penser PAN, euh, si on veut réparer nos zones d'aujourd'hui, il faut penser la zone demain. C'est le plus grand enjeu, il est là et je suis persuadé qu'à la lecture du cadre de référence, quand vous aurez regardé l'ensemble avec toute la richesse des exemples qui sont, des références et autres,
vous aurez une vision un peu plus fine déjà ou un peu plus structurée de à quoi pourrait ressembler cette zone demain. Et puis, quelle trajectoire on peut mettre en place. Alors, vous avez loupé, c'est une très belle photo, il y avait un très joli clin d'œil qu'on avait mis, qui était des joueurs de pétanque. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup appris, bon, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, en particulier sur votre région, sur l'importance, c'est l'ancien président de l'association Atelia, qui a changé de nom, mais à l'époque, qui disait que tout commence par de la convivialité. Et je crois que ce grand parcours, ça revient à cette notion-là, qui est un peu de remettre l'humain au cœur des démarches, et de se dire qu'au final, oui, à travers concours de pétanque ou un événement convivial, on va commencer à tisser le vivre ensemble sur la zone d'activité et qu'on va pouvoir derrière développer de nouvelles solutions. Donc, c'est ça qui est vraiment important et je pense que ça ressort de ce cadre. En tout cas, ça a été pour nous, et je vais conclure sur ces mots, une très belle aventure intellectuelle et humaine aussi sur cette démarche-là. Et encore chapeau à tout le travail que portent Fleur et Aurélie sur ce sujet et tous les partenaires, parce que c'est vraiment agréable de se retrouver pour une fois dans un groupe où il y a une telle diversité entre des gens qui sont plutôt sur la biodiversité, d'autres sur la promotion économique, d'autres sur l'accompagnement des entreprises, et de voir qu'il y a une convergence, en tout cas possible, sur ce sujet, et que les zones d'activité, du coup, deviennent un lieu de rencontre de différents regards, et que c'est un lieu vraiment à travailler et puis bah, à faire labelliser par plus. Merci Jean-François. Alors désolé, hein, mea culpa, effectivement, j'ai dû zapper ta dernière slide. Je ferai la mise à jour sur le replay. On rajoutera également le support PowerPoint. Je rajouterai le slide manquant. On verra le joueur pétanque. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-François pour ton intervention. Sachez que Jean-François est avec nous jusqu'à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour lui. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a rien de particulier sur le chat, mais n'hésitez pas. Et, soit on répond au fil de l'eau, soit en fin de présentation. Donc, je reprends la main sur notre cadre de référence. Donc, vous avez bien compris qu'on était aujourd'hui sur le lancement. Donc, ce document, tel que donc vous en voyez ici sa couverture, sa nouvelle couverture, il est téléchargeable en ligne, donc je vous redonnerai le lien de téléchargement à la fin de la présentation. Vous le retrouverez. Donc, les principales nouveautés, on va dire, dans ce document. Alors, d'une part, évidemment, comme je disais, il y a 9 éditions du label Parc Plus qui ont permis de nourrir aussi toute la réflexion. Donc, c'est un document qui s'est fortement enrichi des retours d'expérience de nos 46 premiers lauréats. Et qui ont aussi, qui a pris aussi en compte les évolutions, qu'elles soient réglementaires ou dans les pratiques, pour effectivement s'adapter et relever quelque part les exigences et les défis. Donc aujourd'hui, on a restructuré dans cette nouvelle version, la principale différence que vous en verrez, quoique non, il y en a d'autres. Donc précédemment, sur la première version du cadre de référence, on était sur 8 ambitions. Aujourd'hui, on les a restructurées pour que ce soit plus cohérent, pour mettre en avant certaines ambitions qui nous semblaient nécessaires de faire ressortir. Donc on l'a restructuré, on l'a réorganisé. Il n'y a pas, c'est pas forcément de nouvelles choses que l'on vous demande dans ce document. Hein. Donc c'est pas une révolution en soi, mais par contre une réorganisation. Donc, en faisant ressortir également des ambitions que l'on a renommées comme incontournables. C'est-à-dire qu'on est passé de 8 ambitions à aujourd'hui 4 ambitions dites incontournables, plus 8 ambitions, plus thématiques, entre guillemets. Sachant que tout ça interfère, chaque ambition, chaque incontournable interfère les uns avec les autres, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui est rangé dans une boîte, tout est interconnecté. Voilà, donc on va revenir dessus et je vais vous présenter chacune de ces incontournables et ambitions. Simplement, donc, quand vous allez avoir le document en main, vous allez pouvoir constater que donc, on a aujourd'hui 12 onglets, donc 12 fiches, 4 incontournables, 8 ambitions. Chacune de ces fiches est structurée de la manière suivante. Vous allez retrouver une première partie qui est plus rédigée, plus rédactionnelle davantage, sur la présentation du cadre d'intervention dans lesquels vous allez pouvoir retrouver les objectifs. On vous redétaille quels sont les objectifs attendus derrière chacune de ces ambitions. Les problématiques également, c'est ça, c'est intéressant. Le fait de venir sur vos différents parcs d'activités font qu'on identifie des problématiques assez courantes, récurrentes sur les zones d'activité.
Donc, vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Globalement, il y a des constats qui sont quand même assez partagés par rapport à ça. Et c'est toujours intéressant de voir où sont les freins. Et évidemment, on va rester sur des choses positives, les orientations qui nous permettent justement de répondre aux différents objectifs. Donc, donner déjà des premières clés de solutions pour franchir ces différents obstacles. Dans cette première partie, vous allez également retrouver un tableau des acteurs avec les rôles potentiels des uns et des autres. Là aussi, c'était quelque chose d'utile, je pense, pour, en tout cas, ça nous remontait aussi de vous en tant que candidat qu'on vient rencontrer, de savoir sur telle ou telle ambition, les rôles ne seront pas les mêmes. Par exemple, sur telle ambition, le PCI va avoir un rôle décisionnaire d'encadrement. Là où l'association d'entreprise sera peut-être plus dans un rôle de co-construction et l'usager aura un rôle de consultation, d'information. Donc, les niveaux d'implication sont différents en fonction des types d'acteurs. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir aller de manière un peu plus directe sur les ambitions qui vous concernent davantage, que vous soyez association d'entreprise, EPCI ou autre. Voilà. Et puis après, on a ce fameux schéma là, que vous voyez sur la droite, ce qu'on a appelé notre schéma Marguerite. Donc là aussi, c'est une manière de vous représenter les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes ambitions. Donc ce schéma, vous allez le retrouver pour les 8 ambitions, pas pour les incontournables, uniquement sur les 8 autres ambitions. Mais par contre, vous allez pouvoir voir quelles sont les interactions entre cette ambition et les 7 autres ambitions, parce qu'il y a toujours des liens. Donc, on l'a représenté de cette manière avec 2-3 mots-clés qui mettent en évidence entre les différentes ambitions. Il y a des choses qui se recoupent, et vous le savez pour ceux qui ont déjà candidaté au label Parc Plus, de manière pratico-pratique, quand on remplit un questionnaire, il y a des actions que vous mettez en œuvre et qui peuvent être valorisées dans différentes ambitions. Et c'est normal parce que de toute façon, rien n'est en silo et heureusement, tout interagit. Donc ensuite, vous allez avoir une deuxième partie. Alors ça aussi, c'est une grande différence par rapport à la précédente version. Dans cette deuxième partie, on est vraiment sous forme de grille, de tableau, avec, on va retrouver les différents niveaux. Donc niveau 0 qui peut correspondre à du parc engagé et niveau 1, 2 et 3 pour vous donner des indications un peu plus précises de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend sur cette ambition d'un niveau 3, par exemple. Et cela va vous permettre également de pouvoir vous situer vous-même, vous auto-évaluer en quelque sorte pour savoir que sur votre territoire, ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui fait que vous êtes à peu près sur un niveau 1, par exemple, mais que si demain vous voulez progresser vers le 2, ça va vous donner aussi des pistes de ce que vous devez mettre en place. Donc ça peut être très pratique pour vous. Et puis, ça permet également de se dire, parce qu'évidemment, un parc d'activités, quand il rentre dans la démarche, il ne sera peut-être pas excellent sur toutes les ambitions, mais au moins, peut-être que sur l'ambition numéro 1, il aura peut-être un niveau 2. Sur l'ambition 2, il sera peut-être sur un niveau 1. Voilà, donc ça vous permettra aussi de prioriser quelque part dans vos plans d'action les ambitions sur lesquelles vous souhaitez être le plus performant, le plus rapidement possible. Voilà. Donc ça, vous auto-évaluez, sachant qu'évidemment, dans le cadre d'une labellisation, c'est le jury qui déterminera vos différents niveaux, mais au moins, ça vous donnera une vision. Vous aurez une vision à la fois globale pour l'ensemble de votre parc avec le résultat final, mais également de pouvoir vous situer ambition par ambition de manière un peu plus claire. Et puis enfin, la troisième partie, qui n'est pas la moins intéressante, loin de là, on est là vraiment sur le retour de nos 8-9 premières éditions du label. Ce sont les inspirations. Le fait d'avoir 46 lauréats aujourd'hui sur la région fait qu'on a une matière extrêmement riche de retours d'expérience, de choses qui ont été mises en place. Tout parc d'activité, même un parc d'activité qui est parc engagé, nous apporte, nous, des enseignements. Il y a des choses intéressantes à prendre dans chacun de ces 46 lauréats. Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous mettre sur chacune des ambitions. À la fin de chacune de ces fiches, vous allez avoir un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre sur des parcs d'activité, donc à proximité, en région. Donc, ça aussi, ça va vous permettre de vous inspirer. Pour certaines de ces actions, il y a des fiches qui ont été rédigées, qui sont en ligne sur notre site internet pour détailler davantage les actions. Donc,
Là aussi, ça vous renverra vers les ressources existantes et puis voire même sur des visites de parcs d'activités, puisque comme je vous le disais, on a aussi, nous, cette possibilité d'organiser des visites. Et on propose en général chaque année pour les lauréats Parc Plus des visites de parcs d'activités inspirants. Donc voilà, une troisième partie extrêmement riche de retours. Donc je rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Et Jean-François, de la même manière, si tu veux m'interrompre, si j'oublie des choses importantes, n'hésite pas à également me couper la parole. Ça sera avec grand plaisir. Donc, on commence par les incontournables, comme je vous le disais, 4 incontournables. Le premier, partager une vision et la décliner dans une stratégie d'amélioration continue. Cette notion de vision est en fait vraiment importante parce que on peut le constater, hein, il y a vraiment cette nécessité de savoir vers où on va. Donc, quelle est la vision que l'on a de notre parc d'activité à 5 ans ou 10 ans, que ce soit pour des parcs en création, ce qui est à peu près classique, quand on crée une zone d'activité, on essaye d'avoir une stratégie derrière, plus ou moins élaborée d'ailleurs, mais c'est aussi valable pour des zones déjà existantes. C'est quoi la vision de cette zone, vers quoi on veut la faire évoluer? Et ce qui est important, c'est d'avoir cette vision, mais de la partager aussi avec l'ensemble des acteurs pour que tout le monde tire dans le même sens. Donc, avoir cette vision, ça passe aussi par le fait d'avoir déjà une connaissance de sa zone d'activité à l'instant T. Donc, avoir des outils, ça peut être avoir mis en place des observatoires sur l'observatoire du foncier et de l'immobilier, par exemple, hein, connaître la vacance sur sa zone d'activité. Et puis, donc, c'est cette vision économique également, hein. On est aussi dans ces réalités économiques. C'est quoi la vision pour demain? Est-ce que sur notre zone d'activité, on a envie d'attirer des entreprises d'une filière et d'activité, une filière stratégique particulière? Et qu'est-ce qu'on met en place effectivement pour structurer l'écosystème complet de cette filière? Ou est-ce qu'au contraire, notre zone d'activité, on la dédie plutôt aux acteurs locaux déjà implantés sur le territoire qui ont besoin de s'agrandir avec une mixité de secteurs d'activité? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur cette question-là, mais par contre, de se poser la question, de savoir ce que l'on veut, vers où on va et comment est-ce qu'on s'assure que l'on va dans ce sens. À travers la vision, c'est aussi toute la stratégie, le marketing territorial, comme on dit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on valorise l'image de cette zone d'activité économique? Alors souvent, effectivement, sur des créations en phase de commercialisation, on a cette promotion qui est faite, mais également sur des zones d'activité déjà existantes. Comment est-ce que l'on valorise? Je passe ensuite à l'incontournable numéro 2, fédérer l'ensemble des parties prenantes. Alors, comme on l'a dit, hein, sur une zone d'activité, les parties prenantes, c'est en premier lieu l'établissement public de coopération intercommunale qui en a la compétence. Mais au sein même de cette EPCI, ce sont les différents services. Alors, nos interlocuteurs premiers, en général, sont le développement économique, mais les différents services doivent fonctionner ensemble. Donc, développement économique, aménagement, espace vert, biodiversité, transition écologique, l'ensemble des services doivent travailler de concert, déjà ne serait-ce que pour candidater au label, hein, pour remplir de manière pratico-pratique, remplir le questionnaire du label Parc Plus, nécessite d'avoir ce temps où tous les acteurs se mettent autour de la table, les différents services se mettent autour de la table pour pouvoir répondre, collecter un maximum d'informations et répondre au questionnaire. Mais c'est au-delà de l'EPCI, c'est travailler également avec la collectivité sur laquelle le parc est implanté et avec les acteurs. Donc, est-ce qu'on a mis en place, est-ce que à la création, est-ce qu'on a eu une association de propriétaires qui s'est mise en place? Est-ce qu'on a une association type le club d'entreprise loi 1901 qui permet aujourd'hui de fédérer les entreprises exploitantes volontaires? Donc, ce collectif entreprise est important. Et puis, les parties prenantes, c'est aussi les acteurs de l'emploi, les acteurs de la formation. Et il n'y a pas de limite, en fait, à aller chercher l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à la dynamique de la zone d'activité. Troisième incontournable, la gestion. Donc, organiser la gestion et le suivi du parc, c'est
c'est l'entretien courant du parc d'activité, le bon entretien, cette bonne gestion pour avoir un parc d'activité qui soit bien entretenu, propre et avec une rapidité d'intervention. Est-ce que l'entreprise qui est sur cette zone d'activité a l'ensemble des coordonnées avec des contacts directs et efficaces pour trouver une solution à sa problématique si elle rencontre des difficultés de dépôts sauvages? Ça, c'est des choses bien connues sur les zones d'activité, hein, problématiques de dépôts sauvages, d'occupation illégale, ce genre de choses. Bon, il faut être en capacité de réagir assez rapidement. Et puis, l'ensemble des services un peu structurants sur les zones d'activité pour les services aux entreprises qui peuvent être proposés. Dans l'incontournable numéro 4, dernier incontournable, développer les liens et les synergies entre les entreprises. Ça rejoint un peu les questions de gouvernance qui étaient dans l'incontournable 2, mais là, c'est vraiment entre les entreprises entre elles, que ce soit au niveau des dirigeants comme des salariés. Jean-François en a parlé tout à l'heure, hein. La dynamique, la convivialité aussi qu'on peut impulser sur une zone d'activité entre les différents acteurs est un élément extrêmement important. Donc, ça peut passer par des cafés, des déjeuners, des after-work. Enfin, il y a toutes les possibilités d'avoir des animations qui peuvent être de l'ordre du ludique, mais qui sont extrêmement importantes pour derrière construire des projets plus ambitieux. C'est la base en fait, de tout bon fonctionnement sur une zone d'activité. Le côté humain est extrêmement important. Donc, on a des zones d'activité sur lesquelles, effectivement, on parlait d'Atelia avec des animations, des soirées qui sont relayées sur les réseaux sociaux et qui donnent vraiment envie d'aller travailler sur cette zone d'activité. Donc, c'est aussi un élément fort pour le recrutement, pour la fidélisation des salariés sur la zone, hein, ce genre d'animation. D'autres zones d'activité vont miser beaucoup sur le sport également, avec toute la symbolique aussi du sport et les valeurs du sport. Voilà, donc il y a des choses extrêmement intéressantes à ne pas négliger. Et puis après, c'est évidemment toutes les animations professionnelles, business, B2B que l'on peut imaginer. Et là, l'ensemble de nos lauréats ont vraiment il y a énormément de choses qui se font et qui peuvent être inspirantes pour d'autres. Je rentre maintenant dans les ambitions. Donc là, on a passé le cap des incontournables. Grosso modo, si vous souhaitez candidater au label, ces 4 incontournables, il faut que vous les ayez déjà travaillés. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas forcément d'être niveau 3 sur les 4 incontournables, mais au moins que vous soyez saisi de ces 4 premières ambitions incontournables pour aller plus loin, en fait. Sinon, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de maturité. Et là, en revanche, on est là également pour vous accompagner, s'il y a besoin de vous accompagner dans la réflexion de ces 4 premiers incontournables. Donc ensuite, les différentes ambitions thématiques. La première de ces ambitions, penser l'armature du parc comme un projet urbain. Donc là, on regarde la zone d'activité à une grande échelle. La zone d'activité vue du ciel et comment elle se structure, cette zone d'activité. Est-ce qu'on y a une sectorisation, par exemple? Ça, c'est une problématique que l'on retrouve souvent quand on a une zone d'activité que l'on imagine au départ productive et que finalement, on se retrouve avec des activités de commerce qui vont s'implanter. C'est une vigilance à avoir pour que si commerce il y a, que le commerce soit bien identifié sur une partie de la zone d'activité et qu'elle ne commence pas à grignoter un peu partout dans la zone d'activité au risque de repousser encore plus loin le productif. Donc voilà, si on a une vision bien claire de sa zone d'activité, de ce que l'on veut, on peut avoir des sous-secteurs. Comment est-ce qu'on a ce lien qui est fait avec le reste du territoire, donc travailler sur les franges, hein, que ce ne soit pas juste une zone d'activité quelque part, un élément un peu ovni dans le territoire. La zone d'activité fait partie de l'ensemble du territoire et elle doit être traitée avec la même qualité. Et puis dans les continuités, on va parler beaucoup de continuité écologique, les fameuses trames vertes et bleues et autres couleurs. Évidemment, ce sont des choses à regarder, à observer et à construire à une échelle large pour que ça ait plus de sens.
Mais c'est également les continuités en matière de voirie, si on a des modes doux, que ce soit interconnectés avec l'ensemble du territoire, transport en commun, etc. Donc c'est l'ensemble de ces dimensions à l'échelle large. Dans l'ambition numéro 2, on va retrouver donc la question du foncier, optimiser et intensifier les usages du foncier. On en a parlé avec Jean-François et c'est effectivement quelque chose qui est au cœur un peu de toutes les réflexions dans la requalification de zones d'activité avec cette loi ZAN qui est venue et qui passe un bon message aujourd'hui qui est de dire attention, avant de créer de nouvelles zones d'activité, avant de créer de nouvelles extensions, bien retravailler les zones déjà existantes parce que l'enjeu est très fort sur l'ensemble des zones existantes. Donc ça peut passer par de la requalification, mais comment passer d'une simple réflexion de voirie à une véritable requalification d'ensemble de la zone et dans toutes ses dimensions. Et puis en retravaillant sur la question des friches, recyclage de friches. On va avoir des exemples, par exemple, dans le palmarès Parc Plus, vous avez aujourd'hui des parcs d'activités qui se sont développés sur d'anciennes friches minières autour de Gardanne-Mereuil. On a des projets en cours du côté de Arles avec les anciennes papeteries qui ont un projet également, ou sur le mine de Château-Renard qui a développé son nouveau pôle logistique sur une ancienne friche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça évite de consommer de nouvelles surfaces naturelles, agricoles, forestières, tout en développant davantage d'activités économiques productives. Et puis donc, évidemment, ça va avec la notion de densification. Aujourd'hui, on peut retravailler la densité de nos zones d'activité qui, globalement, sont quand même moins denses que ce qu'on peut voir dans d'autres pays nord-européens pour pas aller très, très loin. Mais voilà, donc il y a une capacité encore à améliorer la densité de nos zones d'activité, travailler la verticalisation. Ça passe aussi par la verticalisation. On ose assez peu, mais les bâtiments peuvent aussi s'élever en hauteur. Et puis, la mutualisation des équipements fait qu'on améliore la densité. Je passe sur l'ambition numéro 3, accompagner l'évolution et le renouvellement du bâti. Donc, vous avez vu, on est passé de la zone avec son armature au foncier, au niveau, on va dire, de sa parcelle ou l'îlot, jusqu'au bâtiment en lui-même. Le bâtiment sur des bâtiments d'activité de manière générale, c'est pas non plus le bâtiment qui a fait l'objet du plus d'attention, on va dire, en termes de qualité architecturale ou de qualité tout court. Or, il y a un véritable enjeu, effectivement, à retravailler sur les bâtiments existants, donc les nouveaux évidemment, mais même sur les bâtiments existants dans leur réhabilitation. On a des outils en région, on a des exemples, on a des dispositifs. Alors, je vais reciter le label bâtiment durable méditerranéen, qui est aussi une spécificité de la région et qui est intéressante pour justement pousser vers la qualité de ces parcs d'activité, qui soient labellisés. On a des zones d'activité sur lesquelles le label a été imposé, par exemple. Ça, c'est des obligations. Et donc, du coup, tous les bâtiments sortent en BDM, que ce soit des bâtiments neufs ou réhabilités, mais ça peut être de l'équivalent. En tout cas, voilà, on peut se permettre de pousser davantage à la qualité de ces bâtiments, que ce soit dans leur ossature ou dans l'utilisation de matériaux pour le bardage, pour avoir des choses aussi d'un point de vue de l'intégration dans le paysage qui soient plus qualitatives. Et puis, donc, avec cela va évidemment toutes les questions d'évolutivité en lien avec les nouvelles manières de travailler. On a aussi besoin de pouvoir faire plus facilement évoluer les bâtiments pour répondre aux besoins. Sur ces dimensions-là, pareil, il y a beaucoup de parcs d'activités qui ont des exemples très intéressants déjà de bâtiments réhabilités. Je pense, voilà, on a sans les citer, mais il y a plusieurs parcs d'activités sur lesquels on a des bâtiments qui sont devenus des bâtiments totems, qui marquent les entrées des zones d'activité dans lesquelles on a en général plutôt des activités, le service développement économique qui va s'implanter ou des pôles de vie et qui auront fait un effort vraiment de qualité sur ces bâtiments totems qui donnent une image positive des parcs d'activité.
L'ambition numéro 4, donc réintroduire l'eau et la nature. Là, on est un peu dans le cœur de métier de ce que fait la RBE au quotidien, hein. Donc, on est clairement là dans des sujets sur lesquels la RBE peut être aussi un support. On peut vous accompagner aussi sur ces thématiques de manière plus précise. D'ailleurs, j'en profite pour souligner aussi la sortie d'un autre document, hein. L'année dernière, on a sorti un memento spécifiquement sur la question de la gestion intégrée de l'eau sur les parcs d'activités existants. Donc, comment améliorer cette gestion de l'eau? Ça passe évidemment par de la désimperméabilisation là où il est possible de désimperméabiliser. C'est évidemment important pour la gestion de l'eau. Donc, comment euh, infiltrer au plus près de là où la goutte d'eau tombe, hein, ce qu'on a l'habitude de dire, mais voilà, éviter, limiter un maximum de ruissellement sur des surfaces imperméabilisées. Et puis, ça, ce qui permettra aussi de renaturer nos zones d'activité avec, encore une fois, de nombreux bénéfices en termes de qualité de vie sur la zone, d'adaptation au changement climatique, parce que c'est ce qui permet aussi de casser les effets d'îlots de chaleur qui peuvent impacter notamment en période estivale. C'est ce qui va permettre aussi de réalimenter les nappes, les nappes souterraines. Et donc, comme le disait Jean-François, en période estivale, aujourd'hui, on est clairement confronté au choix de la goutte d'eau si on la destine en période vraiment de pénurie de sécheresse, si on la destine à l'entreprise ou si on doit faire un choix entre l'entreprise, l'agriculture et la population, donc des vrais enjeux. Sur la notion de biodiversité, j'en profite aussi pour dire, c'est quand on a une biodiversité sur nos zones d'activité, hein, on en voit, voilà, et cette biodiversité, donc c'est important de la connaître déjà dans un premier temps, et on peut l'accompagner, cette biodiversité, et ça peut passer par des actions simples et peu coûteuses. Il ne faut pas voir derrière des choses très compliquées. Donc, recréer des micro-habitats sur une zone d'activité, ça peut passer par le fait de maintenir des pierriers, du bois mort, des choses comme ça. C'est des choses qui sont simples. Simplement, faut y avoir pensé, je dirais, et éviter. Il y a pas mal de fausses bonnes idées en fait sur ces questions-là. Donc, tous ces sujets, évidemment, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour vous accompagner là-dessus. L'ambition numéro 5, favoriser le bien-être des usagers, ça fait directement le lien en fait avec l'ambition précédente, puisque le bien-être des usagers, ça passe aussi par un cadre de travail dans lequel on se sent bien, hein. Donc retrouver de la nature, retrouver des endroits pour sortir de son milieu professionnel sur la pause déjeuner par exemple, donc avoir une offre de services que ce soit de la restauration, du food truck, des choses en fonction aussi du type d'activité qu'on peut avoir, hein, sur la zone. Les besoins ne seront pas toujours les mêmes. Si on a une zone logistique, d'avoir des équipements pour les chauffeurs poids lourds qui puissent, des équipements douches sanitaires, mais aussi des lieux abrités avec de l'ombrage en fait, hein, parce qu'on voit malheureusement trop souvent des camions qui sont obligés euh, qui se retrouvent un peu en plein cagnard. Et donc là, effectivement, en termes de qualité de vie, bon, c'est pas. Donc voilà, c'est l'ensemble des services et du cadre dans lequel évoluent les salariés du parc d'activité. Claire, Oui. du coup, tout à l'heure, j'avais un petit souci de son, c'est pour ça que je t'ai pas coupé. Mais Ah oui, je t'entends très faiblement. Il m'a semblé entendre à un moment donné, mais ton micro est. sur la question des bâtiments, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le photovoltaïque en toiture, du coup. Oui. Alors, j'ai pas plus d'éléments sur la question, mais en gros, j'imagine que est-ce qu'il y a des parcs qui se sont lancés Oui. là-dedans? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, effectivement, la question de l'énergie, et on va la revoir, elle fait le lien aussi avec une autre ambition, mais comme je disais tout à l'heure, hein, c'est souvent lié. Au niveau du bâtiment, alors évidemment, on a toujours ces toitures. Nous, on encourage évidemment à faire quelque chose de vos toitures.
Donc, une toiture, elle peut être végétalisée, elle peut accueillir des panneaux photovoltaïques pour faire de la production d'énergie renouvelable. Et il y a différentes solutions, mais effectivement, c'est toujours intéressant de le valoriser. On a des parcs d'activités sur lesquels on a effectivement une production assez massive. On a certains parcs d'activités qui valorisent également, je prends l'exemple de Sisteron, on a des très belles réalisations donc en réhabilitation de bâtiments existants avec la mise en place de photovoltaïque en façade, ce qui est plus rare que sur les toitures, avec un résultat aussi en termes architectural où on voit que c'est bien intégré et c'est un bâtiment, effectivement, le bâtiment totem dont je parlais, je pensais à celui-ci par exemple. Et donc, il y a des réalisations qui peuvent être très intéressantes à ce niveau-là, donc plein de retours d'expérience. On a des parcs d'activités qui ont misé énormément là-dessus en rendant obligatoire l'utilisation des toitures, de l'ensemble des toitures. Je pense au Puy Moranda, donc sur Gardanne, sur lequel on avait organisé il y a 2 ans une visite justement sur la thématique énergie. Donc, c'est une configuration un petit peu particulière, mais voilà, 100% des toitures sont équipées en photovoltaïque, complétées par du réseau de chaleur sur les zones d'ennoyage de la mine. Donc, c'est un cas particulier, mais extrêmement intéressant que vous pouvez aller voir. Et puis après, on a des parcs de gestion privée du groupe Barjane. On a 2 sites aujourd'hui sur lesquels, là aussi, mais l'aménageur est également le gestionnaire et le producteur d'énergie photovoltaïque. Donc, voilà, c'est encore un cas de figure différent. Mais voilà. Donc, de plus en plus, on voit heureusement, et puis il y a la réglementation, hein, je ne repasse pas sur les obligations réglementaires aujourd'hui entre décrets tertiaires et autres textes de loi qui poussent à l'utilisation donc des toitures et des ombrières sur les parkings également pour de la production d'énergie renouvelable. Je ne sais pas du coup si ça répondait aux questions et on reviendra sur l'ambition 7, on reviendra sur ce sujet-là. Du coup, je reste sur l'ambition 6, veiller à une bonne accessibilité et favoriser l'écomobilité. On en a parlé aussi tout à l'heure hein, dans les différentes, au niveau de l'ensemble de la zone, cette interconnexion entre les différents modes de déplacement. Alors, évidemment, la voiture reste reine sur les parcs d'activité. On va pas se le cacher, hein, ça reste évidemment le moyen de transport numéro 1. En revanche, qu'est-ce qu'on offre également comme alternative à la voiture? Les modes doux, alors les connexions mode doux, hein, penser mode doux à l'intérieur de la zone, mais aussi en connexion avec le reste du territoire pour que ça fasse sens, hein, pas d'interruption entre les différents réseaux. Et puis quand on pense mode doux, que ce soit piéton, vélo, c'est d'avoir des voies sécurisées également. Hein. On n'oublie pas qu'on est sur des zones d'activité sur lesquelles potentiellement on peut avoir du fret, donc des transports poids lourds, et il faut faire cohabiter un petit peu tout ça. Sur certains parcs d'activité, on a eu toute une réflexion justement sur par quel endroit je fais rentrer les poids lourds pour qu'ils ne soient pas à croiser justement les piétons et les vélos. Donc tout ça se réfléchit évidemment au niveau de l'armature globale du parc. Si j'ai des voies douces, je pense aussi comment est-ce que c'est ombragé en période estivale. Hein, de la même manière, on peut avoir des jolies pistes cyclables en plein juillet-août. C'est compliqué si c'est en plein cagnard. Donc tout ça se réfléchit de manière globale avec les différentes ambitions dont on a parlé précédemment. C'est également le transport collectif, ça peut être des solutions de covoiturage. Et encore une fois, en fonction du contexte, comme je disais tout à l'heure, on a des petites zones d'activité en milieu alpin sur lesquelles on ne va pas avoir le même niveau d'exigence que ce que l'on peut attendre d'une zone d'activité implantée sur la métropole d'Aix-Marseille, évidemment. Donc, par rapport à ça, nous, les membres du jury aussi du label, s'adaptent dans leurs exigences à ce qu'on peut attendre d'un territoire. Mais comment est-ce qu'on essaye d'apporter le maximum à chaque fois?
Dans la question de la mobilité, c'est également le transport de marchandises, j'en ai un petit peu parlé, et dans le transport de marchandises, on est beaucoup aussi sur ces questions de décarbonation aujourd'hui du transport, et donc d'offrir un mix énergétique qui corresponde aux besoins de demain et déjà d'aujourd'hui. Donc là aussi, on a des parcs d'activité sur lesquels on a de larges solutions qui sont anticipées. Là, Oui. je me permets de mettre dans le chat un lien vers le webinaire de l'Observatoire régional des transports qui avait fait un webinaire sur l'organisation des mobilités dans les zones d'activité économique. C'est parfait. Je te remercie, Laurence, effectivement. Voilà. L'ambition 7, donc comme je disais tout à l'heure, donc par rapport au bâtiment, la question énergétique, effectivement, elle va être réabordée dans l'ambition numéro 7 que l'on a intitulée Renforcer les synergies et l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, c'est vrai que la notion de déchets, de matériaux est souvent la première qui nous vient à l'esprit. Alors, on a effectivement aujourd'hui ce qui était peut-être innovant à l'époque et rentré heureusement dans le courant aujourd'hui, ce qui est collecte mutualisée des déchets sur des parcs d'activités. Ça fonctionne aujourd'hui très bien, différents types de solutions. On peut avoir un prestataire unique ou travailler sur proposer une offre préférentielle, mais avec plusieurs prestataires. Différents parcs d'activités ont mis en place des solutions différentes et adaptées à leur territoire, encore une fois. Mais comment est-ce qu'on va plus loin dans cette approche collective sur les matériaux? Donc, on peut rentrer dans des démarches, effectivement, ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, hein, globalement, faire des déchets des uns, les matières premières des autres. Donc ça s'est aussi pas mal développé ces dernières années, mais comment est-ce qu'on passe du diagnostic à la concrétisation de synergies efficaces, performantes et sur lesquelles on arrive à avoir un suivi un peu plus quantitatif et qualitatif de la performance de ces différentes synergies. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont très regardées, très attendues et très intéressantes par ailleurs. Et puis, dans l'économie circulaire, c'est là où j'en viens aussi sur la question de l'énergie. On s'était posé la question avec Jean-François, hein, où est-ce qu'on classe, dans quelle ambition tel et tel thème. Aujourd'hui, l'énergie nous semble un sujet vraiment à aborder à l'échelle des synergies du collectif, en fait, de la zone d'activité. C'est pour ça qu'on l'a regroupé ici. Alors, on a des démarches, évidemment, de sobriété énergétique sur un parc d'activité. Le classique, c'est le relamping, on change, on passe sur de la LED pour des économies d'énergie. Ces démarches-là, comment elles s'accompagnent aussi en dehors de l'espace public, c'est aussi de mobiliser les entreprises pour que ça s'organise à l'échelle vraiment de la zone et des entreprises. Il y a aujourd'hui encore des nécessités de rappel aussi à la réglementation sur la sobriété énergétique, l'éclairage, ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Donc ça peut être aussi un premier niveau d'intervention. Et puis, donc, ce sont les démarches collectives que l'on voit. Alors, la guerre en Ukraine a eu au moins cet effet positif qu'effectivement, avec la flambée des prix de l'énergie, ce sujet-là a été pris en main par beaucoup de parcs d'activité qui, aujourd'hui, essayent d'aller dans des solutions de production collective sur les toitures des bâtiments avec autoconsommation. C'est un peu le schéma idéal de réussir à produire et d'autoconsommer de manière collective. On sait qu'il y a beaucoup de parcs d'activité qui ont le projet, qui se sont lancés dans des démarches comme ça. On sait aussi que c'est des démarches complexes sur lesquelles il y a encore aujourd'hui besoin de lever pas mal de freins et d'avoir des réalisations. Donc, on est plutôt sur des phases émergentes sur ce type de projet-là et on attend la concrétisation et on espère pouvoir accompagner aussi sur de l'ingénierie de projet sur ce genre de démarche collective autour de l'énergie. Alors, les énergies renouvelables, évidemment, hein, sur photovoltaïque, évidemment, on l'a bien en tête, mais ce sont aussi les autres sources d'énergie renouvelables disponibles sur le territoire. Donc, pensez géothermie, notamment, s'il y a un potentiel géothermique ou sur des réseaux de chaleur.
qui peuvent être partagés donc à l'échelle du parc d'activité ou à proximité avec le reste du territoire. Donc, plein de sujets encore ces synergies. Et puis, je termine avec la 8e ambition, gérer les risques et les nuisances. Là aussi, c'est une ambition qu'on a souhaité véritablement mettre à part, qui existait déjà dans la précédente version. Les risques et les nuisances étaient déjà intégrés, mais il nous semblait important de le faire ressortir. L'expérience aussi nous montre que c'est peut-être un sujet sur lequel on a le moins développé d'actions. Donc aujourd'hui, les risques sont diversifiés, on va dire, du risque technologique au risque climatique, avec des risques. Alors, notre région va être particulièrement sensible au risque inondation et au risque feu de forêt. Mais voilà, comment ces risques-là sont pris en main pour à la fois réduire le risque au maximum, s'adapter avec des solutions. Je prends le risque inondation et que je refais le lien avec l'ambition 4 sur la question de l'eau et de la nature. Les solutions fondées sur la nature sont des solutions extrêmement pertinentes pour gérer ces différents risques, mais pas que, il y a aussi des solutions grises. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre pour réduire le risque? Et puis, sur le risque résiduel qui perdure, comment est-ce que l'on s'adapte aussi en lien avec les différentes autorités, police, pompiers, etc., pour mettre en place des évacuations le jour où il y aura malheureusement besoin de cela. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'ensemble des ambitions. Je ne sais pas si, du coup, vous avez d'autres questions. Voilà, je crois qu'en plus on arrive sur le bout du timing. Je termine donc juste par le rappel. Donc, vous avez le lien ici, tout rédigé, ou le QR code si vous voulez le prendre en photo avec votre smartphone, ce sera plus rapide. Donc, le document, il fait quasiment 150 pages, donc ça reste un document quand même assez conséquent si vous le téléchargez. N'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un mail. Je vous ai remis mes coordonnées à cet endroit-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message suite après le webinaire pour que je vous envoie un exemplaire papier qu'on n'a pas encore reçu. Il est encore à l'impression, mais ça ne saurait tarder. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me l'envoyer et je me ferai un plaisir de vous envoyer à vos coordonnées le document. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je termine du coup là-dessus en remerciant une nouvelle fois Jean-François pour sa présentation aujourd'hui, sa présence parmi nous et puis pour tout le travail qu'on a eu le plaisir de faire avec lui et avec Mathilde donc, dans ces différentes étapes de mise à jour du document et puis l'ensemble des partenaires qui étaient également, certains sont présents aujourd'hui dans le webinaire. Donc, merci à tous et merci à vous d'avoir assisté et écouté mon monologue. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Fleur, une petite question juste de dernière minute. Est-ce que le cadre est le même pour un renouvellement? Le document est le même. Après, ce sont dans les documents de candidature. On a donc la candidature Parc Plus est basée sur un questionnaire. Vous avez le questionnaire pour la première candidature et puis après une version légèrement adaptée pour les renouvellements de candidature. Voilà, qui est un peu plus light, un petit peu. Pas beaucoup plus, mais un petit peu. Voilà, puisque l'objectif sur le renouvellement, c'est juste une mise à jour sur les 3 années écoulées. Et quand est-ce que le document, quand aurons-nous le document pour le renouvellement? C'est-à-dire le questionnaire? Alors, ceux J'imagine qui que c'est doivent renouveler cette année, si vous êtes en renouvellement cette année, vous avez déjà eu le questionnaire, donc sur la 9e édition. Et si vous n'êtes pas encore concerné, si vous êtes sur la 10e édition, par exemple, si le renouvellement doit avoir lieu l'année prochaine, vous aurez à ce moment-là, je vous enverrai, moi, le questionnaire, votre questionnaire de renouvellement.
La date pour le préparer, oui, c'était ça la question. Le questionnaire en 2027, la date pour le préparer. Oui, alors pour 2027, de toute façon, moi, je reviens vers vous, je vous adresse un message en septembre, je vous renvoie un message pour vous donner le planning des différentes étapes de l'année en cours. Donc comme ça, vous aurez tout, vous aurez largement le temps de le préparer. Mais globalement, ceux qui candidatent cette année, c'est chaque année à peu près le même planning, ceux qui candidatent cette année, qui renouvellent cette année, là, ils sont en train de rédiger leur questionnaire qui sera à déposer fin février. Le 27 février, c'est la date limite. Donc, D'accord. l'année prochaine, ça sera à peu près pareil. Et pour avoir le label, est-ce qu'il faut répondre aux 12 ambitions? Est-ce qu'il y a une moyenne Alors non, à il n'y a pas obtenir? de, il y a pas de moyenne. Il y a les 4 incontournables sur lesquels on vous demande de ne pas rester au niveau zéro, voilà, de décoller un petit peu sur les 4 incontournables. Mais après, il n'y a pas de note éliminatoire, si c'est ça la question. Voilà. Et après, bah, de toute façon, vous pouvez être niveau 3 ou parc engagé. Donc, c'est... Mais dès lors que vous avez franchi l'étape des 4 incontournables et que, encore une fois, hein, on ne vous demande pas d'être niveau 3 sur des 4 incontournables. Vous pouvez être niveau 1. Il n'y a pas de frein. Et de toute façon, nous, on est là. Notre objectif à nous, c'est de vous aider à monter sur le podium. Donc, même si vous n'êtes pas prêt cette année, par exemple, pour une première candidature, si on voit ensemble que vous n'êtes pas prêt pour cette année, à ce moment-là, on travaille ensemble pour vous aider à être prêt l'année prochaine. Donc, voilà, vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, vous me contactez. Ok, C'est tout bon? c'est tout bon. Eh ben alors, c'est parfait. Donc, bonne journée, bon après-midi à tout le monde. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis, donc, à très bientôt. Merci, À Laurence. bientôt. Au revoir. Au revoir, Jean-François.